verrons que parmi l'ensemble des propriétés techniques qui sont apportées par ces matériaux, l'esthétique fait partie, très souvent les atouts différenciants également, hein, et tout ça dans une finalité design. Donc, je vais laisser la parole à trois adhérents hier, donc, qui vont vous présenter leur gamme de produits. Donc, on aura tout d'abord la société Cobratex avec donc Edouard Sherwood qui est fondateur et président de la société Cobratex. Nous aurons ensuite David Homs qui est président fondateur de Culture In. Et puis Serge Mwang qui est vice-président principal développement de la société Voodoo. Donc pour le côté pratique, vous pouvez poser vos questions dans la partie Q&R. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est avoir un petit temps d'échange après chacune des présentations pour que vous puissiez voilà, poser on va dire, généralement 5 minutes vos questions. Donc, vos questions seront transmises par écrit aux intervenants. Et moi, je les lirai à l'oral et elles seront du coup partagées. Donc, chaque intervenant pourra du coup répondre aux questions que vous allez poser. Du coup, je vous propose de passer à la première intervention donc avec Edouard Sherwood donc pour la société Cobratex. Je te laisse la main, Edouard. Merci Jean. Bonjour à tous. Donc, oui, je m'appelle Edouard Sherwood. Je suis, comme ça a été dit, le fondateur de Cobratex. Le projet avait commencé en 2008 et officiellement en 2010. Et la société a été créée en 2013. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu historique. Attendez, je vais partager mon écran pour pouvoir mettre mes slides. Deux petites secondes. Wow. Donc là, normalement, ça devrait être pas mal de votre côté. C'est parfait. Ouais. Donc nous, notre ambition, c'était de proposer au marché des matériaux composites, des alternatives à base de bambou. Donc, un petit rappel que tout le monde connaît, vous savez ce que c'est qu'un composite, j'imagine. C'est des matériaux utilisés notamment pour leur légèreté, leur fonctionnalité. Donc nous, on s'est vraiment focalisé sur la partie renfort de ces matériaux et sur le bambou comme matière première. Afin d'atteindre cet objectif, on a dû développer notre propre technologie, donc une technologie qui est vraiment à base de principes mécaniques, ce qui nous permet d'avoir un produit qui est vraiment différent de ce qu'on peut trouver en standard sur le marché. Là, je fais référence notamment aux fibres de carbone, les mèches de verre, voire même les mèches qu'on peut trouver à base de lin ou de chanvre. On a vraiment un matériau qui est une structure complexe de type sandwich à l'intérieur duquel on encapsule de l'air. C'est-à-dire que notre technologie nous permet d'extraire les fibres de bambou en les délaminant et de les souder entre elles. Et entre deux points de soudure, on se retrouve justement à encapsuler des bulles d'air, ce qui donne justement des propriétés assez uniques à notre matériau et également un aspect qui renvoie à l'image du bambou, ce qui est assez appréciable de ce qu'on peut voir. Donc là, je vous ai mis notre fiche produit. Donc on ne voit peut-être pas très bien parce qu'à la base, c'est quand même une feuille A4. Pour la balayer avec vous, je ne sais pas si vous voyez le curseur. Vous voyez le curseur quand je le bouge? On le voit bien, oui. Ouais, ok. Donc, on propose vraiment toute une gamme de produits à base de bambou. Donc, notre produit phare, c'est bien du ruban qu'on peut conditionner sous forme de bobine, qu'on peut utiliser pour faire des tissus sergés de deux, des complexes unidirectionnels, des multi-axiaux. Et également, on peut proposer des composites soit monolithiques, soit sandwich, en thermoplastique ou thermodure, sous différentes formes, donc de plaques, de tubes. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le 100% bambou, mais on s'est rendu compte que de combiner les matériaux avait du sens, comme beaucoup d'acteurs. Et donc, on commence à travailler là-dessus. Alors, en termes de spec, donc on a des données, donc c'est des données faites par des laboratoires ou des entreprises extérieures. Ce ne sont pas des données qui viennent de nous. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes structurels, on est tout à fait dans le monde de la fibre de verre, sachant que notre gros atout vient, encore une fois, du fait qu'on encapsule cet air entre deux soudures, et donc on a une densité qui est très très faible, de l'ordre de 0,7 à 0,8 kg par mètre cube.
une autre caractéristique qui a été démontrée récemment, c'est l'amortissement. Où justement, ce qui a pu être voir en comparaison, c'était des composites UD en RTM6 qui ont été analysés. Donc, les composites de nos produits comparés avec un même composite utilisant soit du carbone, soit du verre, grade S, ont été comparés. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un amortissement 3 fois plus important que le composite avec de la fibre de carbone. Et ce qui est vraiment, vraiment très intéressant, on s'en était rendu compte dans des résultats d'application dont je présenterai tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment la data où on s'est rendu compte que les pics de résonance, de fréquence de résonance du carbone arrivaient en fait sur les pics d'amortissement de notre amphore bambou. C'est-à-dire que la combinaison quand même des deux matériaux est plutôt positive. Et ensuite, au niveau de la reprise d'eau, donc il y a eu des études préliminaires faites par Ifremer qui ont montré des gros atouts, notamment par rapport à d'autres fibres naturelles qu'ils avaient étudiées, où on a une perte de propriété assez limitée et une reprise des propriétés très importante après séchage. Encore une fois, ça vient du fait l'eau ne pénètre pas entre nos soudures, donc on absorbe beaucoup moins d'eau, ce qui a également été remarqué dans l'imprégnation de nos renforts, où on pompe très peu de résine. Et enfin, la petite étoile en bas, c'était une analyse de cycle de vie qui avait été effectuée, comparant un tissu Cobratex avec un tissu verre, où en gros, alors en rouge, c'est la fibre de verre, en vert, c'est nos renforts en bambou. On remarque qu'il y a un gain moyen de 50%, et sur certains critères comme celui-là, la toxicité humaine non cancéreuse, on était jusqu'à 10 fois meilleur. Donc voilà un petit peu pour les datas. Là, je vous montre des réalisations. Donc, c'est un de nos clients qui maintenant nous propose en série, notamment pour la réalisation de safran. Alors, vous savez tous, les safrans, c'est quand même des pièces qui sont assez exposées structurellement. Il utilise notre matériau, sachant que ce qui est rigolo là, c'est que l'esthétique, par contre, n'est pas du tout mis en valeur, vu qu'il peint aujourd'hui les pièces pour essayer de ne pas casser les codes sur ce marché-là. Par contre, en aménagement intérieur, ce qu'on peut voir, c'est qu'il utilise notre matériau là sans revêtement. Donc là, on est vraiment sur un aspect esthétique. Dans la bagagerie et le design intérieur, on a eu plusieurs réalisations également. Donc là, on utilise différentes technologies. Dans le médical, il y a eu pas mal d'avancées. L'aspect design était très important du fait des personnes qui utilisent ce genre de prothèse. Pour l'instant, on n'a pas vraiment pu percer pour des histoires réglementaires. Voici quelques réalisations dans les sports et loisirs. On a des super retours techniquement en termes de sensations. Et là, ce que je pointe un petit peu du doigt, c'est qu'en fait, notre matériau étant assez clair, alors déjà, ça renvoie l'aspect du bambou qui plaît ou qui ne plaît pas. Mais en tout cas, on a des bons retours sur l'image que véhicule la matière bambou. Mais également, le fait que ce soit une matière claire, on peut jouer avec des contrastes, soit avec d'autres matériaux, soit en cachant partiellement certaines pièces, comme on peut voir sur ces différentes réalisations. Là, j'ai une petite vidéo. Donc, c'est la toute première page. On a fait des développements de... Attendez, je ne sais pas si ça a bien cliqué ou pas. Bon, j'ai une connexion assez pourrie, donc ça risque de mettre quelques secondes à démarrer. Donc ça, c'est une vidéo qui a été faite il y a plusieurs années maintenant. On a fait des réalisations de palmes qui ont été testées par le champion d'Europe de speed apnée et l'équipe de France de sauvetage en mer. Et on avait eu des très très bons retours justement de cette première palme. Et donc, on est allé un petit peu plus loin. On a réalisé des palmes purement carbone et 100% verre qu'on a comparé avec des évolutions de cette palme-là. On a fait deux évolutions majeures. Et en fait, les retours qu'on a pu avoir de pas mal d'utilisateurs sont extrêmement positifs. De ce qu'on a noté, c'était qu'elles étaient très confortables à l'utilisation. Il y avait un très bon transfert d'effort. Elles étaient bien équilibrées également. Alors là, j'emploie des termes, moi je ne suis pas palmiste, donc je répète mot pour mot ce que j'ai pu entendre. Qu'elles avaient une nervosité très intéressante et qu'elles avaient un excellent comportement en surface. Et puis après, justement, cette vidéo avait été analysée et que la déformation était parfaite en mouvement. Donc ça, c'est vraiment les retours qu'on a eus, donc c'était très positif.
Et donc ça nous a permis de passer… Alors justement, là, ça, c'est ce que je viens de vous lire sur les performances. Et on a notamment remporté un prix lors de l'InnoSport en 2018, qui était le prix design. Je trouve c'est intéressant de le souligner dans le cadre de ce webinaire, parce que c'est un peu la thématique. Et ces développements sont allés plus loin. Un de nos clients, à lui, réalise régulièrement des petites séries qu'il commercialise. Donc ça, c'est un petit peu une des issues de ce développement. D'autres sont en cours, mais je ne peux pas trop en parler. Après, je voulais faire un petit focus en termes de procédés, juste pour dire que l'enroulement filamentaire a été relativement validé avec nos produits et qu'on était des essais étaient en cours en termes de pultrusion et de dépose de fibres. Je prends juste un petit peu de recul, là c'est très société, je suis désolé, mais c'est quand même vu que j'ai montré pas mal de réalisations, juste de montrer qu'on était très présent dans le sport et loisirs, le mobilier design et le maritime, mais qu'on commençait à percer dans l'aéronautique et le transport, enfin on plantait des graines. On a plus presque une centaine de clients. Et après, je voulais souligner un développement très important pour nous, qui est le projet BAMCO qui est en cours, où on est avec 6 autres partenaires, des industriels et des laboratoires de renom, qui sont en train de développer des nouvelles matrices et on va sortir un nouveau matériau biosourcé renforcé en bambou, c'est là où on intervient. Afin de conclure, je voulais juste revenir un peu sur les atouts que j'ai déjà dit, mais faire un focus dessus. Donc, on a développé un procédé industriel, ce qui nous permet d'avoir une qualité de produit recherchée. On est plus durable, ça c'est une évidence, de par notre matière première qu'on travaille, qui a des gros atouts écologiques, et notre procédé qui est vraiment propre. Notre produit, avec l'histoire de cette bulle d'air, nous permet d'avoir un produit beaucoup plus léger, qui peut être un atout dans pas mal d'applications, mais surtout, on apporte de nouvelles fonctionnalités. Alors, je mets en avant l'esthétique, je vous ai parlé tout à l'heure de l'amortissement. On sait qu'il peut y avoir des atouts qu'on n'a pas encore caractérisés en isolation thermique et acoustique. Et aussi, j'avais parlé de la reprise d'eau tout à l'heure. On est vraiment sur un produit qui a des atouts techniques et aussi esthétiques. Je vous remercie. Je n'ai pas entendu de questions, je n'ai pas été coupé, donc soit tout le monde s'est endormi, soit on est tout seul. Mais merci Edouard. En fait, les personnes peuvent poser leurs questions, mais à l'écrit. Donc après, au moment où on va les entendre, ce sera plutôt moi qui vais les lire. Là, on n'a pas nécessairement de réaction, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions d'ici la fin du webinaire à Edouard. Moi, j'en avais peut-être une. Ah bah tiens, il y a quand on demande s'il y a des questions, du coup là, il y a une question. Donc c'est Madame Sandy Moisan d'IRT Jules Verne qui demande le prix des rubans. Alors pour l'instant, du ruban, uniquement du ruban, c'est-à-dire sous forme de bobine? J'imagine que oui. Après, Ça dépend des quantités. Aujourd'hui, il faut savoir quand même, on est sur une production très limitée. On est en cours d'automatisation. D'ici quelques mois, on aura une capacité de production qui va être multipliée par 10 ou par 25, je ne me souviens plus du chiffre exact. Enfin, là, on est en train d'investir lourdement. Et à terme, on vise, grosso modo, encore une fois, ça dépend vraiment des quantités, comme tout le monde le sait, mais on vise à avoir des prix en dessous de 15 € du mètre carré pour des tissus. Donc, je ne réponds pas tout à fait à la question, mais c'est une question avec à multiples réponses. d'accord. Ou alors, je vais répondre autrement, nous contacter par rapport à vos besoins spécifiques. On a une question à l'oral. On va du coup laisser la parole à la personne. Je ne sais pas si Alice, tu peux activer le micro de la personne. Bon, je pense que le plus simple, ça va être de poser directement vos questions en fait à l'écrit. Bon, normalement, la personne a la parole s'il veut parler. D'accord, bah la parole du coup est à vous. On ne vous entend pas du tout en fait. Je vous propose de poser votre question par écrit. Je pense que ce sera plus simple en termes de gestion.
Il y a deux autres questions donc, qui étaient adressées. D'où provient la matière première? Je vais y répondre une par une parce que sinon je vais en zapper. La matière première, on a des fournisseurs qui viennent des Pyrénées. Donc, il y a une grosse filière bambou, enfin une grosse filière, il y a une petite filière bambou française qui se structure depuis des années, où justement on participe activement pour essayer de la stimuler. Sinon, il faut savoir qu'il y a plus de 1200 espèces de bambou. Chaque espèce a sa propre fibre et chaque fibre a ses propres perfos. Euh, et en plus de ça, le marché étant international, on s'intéresse quand même aux zones d'agriculture internationale. On a des fournisseurs en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est également. Mais tout ça, vu nos capacités de production à aujourd'hui, c'est pas pertinent de parler de sources d'approvisionnement. Ce sera surtout quand on sera dans un développement commercial et international, où je pense que chaque zone aura son intérêt. D'accord, très bien. Une autre question, donc, vous avez parlé de mélange de fibres. Quelles sont les autres fibres que vous pensez mélanger avec le bambou et pourquoi ce choix? Aujourd'hui, on a beaucoup avancé avec le carbone euh, pour plusieurs raisons, parce qu'on ne positionne pas notre produit sur du structurel. On voit qu'on a des propriétés intéressantes structurellement, mais on ne veut pas arriver en frontal avec ce qu'il y a déjà sur le marché. Et c'est ce que j'ai présenté, on s'est rendu compte qu'en termes d'amortissement, on était vraiment complémentaire avec la fibre de carbone. Après, on est aussi dans des développements actuellement avec du lin pour essayer de faire ressortir les atouts de ces deux types de renforts et de proposer des renforts 100% biosourcés. D'accord, très bien. Alors, du coup, il y a Monsieur Fouillet de Lenzing Plastique qui nous indique qui vous pose la question suivante. Quel est le comportement au feu de la fibre sol et des structures composites? Alors, de la fibre sol, de ce qu'on a pu voir, c'est que ça ne s'enflamme pas, ça se consume. Et après, on a eu dans le ferroviaire, il y a eu des développements et des études de fait récemment, enfin pendant le confinement, dans la période du confinement, qui ont montré les matériaux étaient certifiés. Qu'est-ce que c'était encore le L1, TS1? J'ai plus Enfin, on était au niveau 1, c'est-à-dire qu'on pouvait être utilisé dans l'aménagement intérieur de tramway. Et des évolutions dans le secteur du ferroviaire indiquent qu'on passerait au niveau au-dessus, ce qui nous permettrait d'être utilisé dans l'aménagement intérieur de train, par exemple. D'accord. Je suis désolé pour la réglementation, je ne me souviens pas. Je confonds entre l'aéro et le ferroviaire, je m'embrouille un petit peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis les yeux dedans. Non, et puis Navré après, pour le petit. dans tous les cas, les personnes ont tes coordonnées s'ils veulent te joindre à avoir des compléments techniques. Ouais, n'hésitez pas. Moi, s'il n'y a pas d'autres questions, j'avais une question par rapport à ton avant-dernier slide. Effectivement, tu indiques 3 types de propriétés, enfin, peut-être celui d'après, pardon. Celui-là, pardon. Là, du coup, parmi les fonctionnalités supplémentaires qui sont proposées en termes de demande, ou en tout cas d'opportunités, entre l'esthétique, l'apport de propriétés d'amortissement et d'isolation ou des propriétés d'étanchéité, parmi les trois, quelles sont pour toi la plus dynamique aujourd'hui et quelles sont les raisons, on va dire, de ce choix Alors, par tes clairement, clients? nous, depuis qu'on existe, enfin depuis qu'on montre nos produits, clairement, on voit que c'est l'esthétique qui attire l'attention. Et je pense que c'est notamment l'aspect bambou qui attire. Et pourquoi le bambou? Je pense que ça véhicule, à raison d'ailleurs, un matériau très écologique. Donc, je pense que c'est lié avec le développement durable et avec l'esthétique. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'on apporte d'autres propriétés et on est convaincu que sur le marché qu'on vise, l'esthétique aura qu'un temps. Et il faut se positionner techniquement. Donc, j'essaie de beaucoup mettre en avant les autres propriétés qu'on a, mais comme vous le savez tous, ça coûte beaucoup d'argent d'arriver à avoir toutes les réponses pour répondre aux questions très précises des gens de l'aéro ou du sport et loisirs ou du maritime qui ont tous des mondes très différents. Mais techniquement, on voit que ça avance et plus on a des datas, plus on voit des industriels qui étaient un petit peu réticents ou en attente aller plus loin et commencer à travailler notre matière et s'y intéresser.
Mais clairement, pour répondre à ta question, pour nous, c'est l'esthétique qui a été la priorité, qui a été la première vague là, d'intérêt. Ok, Donc, en plus, c'est très lié avec le sujet d'aujourd'hui, qui est le design en fin de compte. parfait. Bon, bah, merci en tout cas, Edouard, Avec plaisir. pour ta présentation. Je te laisse la main peut-être. Voilà, du coup, on va passer à la deuxième présentation, donc avec la société Culturine, donc avec David Hans, qui est président fondateur de la société Culturine. Et donc, David, je te laisse la parole et également la main pour partager ta présentation. Bonjour Jean, j'espère que tout le monde m'entend. Je ne sais pas si c'est On correct. t'entend très bien. Très bien. Alors, du coup, je vais vous présenter effectivement la société Culturine. Donc, je vais commencer par partager l'écran sans me tromper. Hop. Alors, on va partager l'écran ici. Tac. Est-ce que ça fonctionne? Alors là, c'est très très zoomé, mais j'imagine qu'en affichage pleine page, ça devrait plein écran, pardon. Voilà. Tu me Ouais. dis si c'est OK. Ouais, c'est très bien. OK. Par contre, on voit du coup, là, on est encore en mode. Je ne sais pas si l'affichage, tu peux l'avoir en plein écran. Ah, vous n'êtes pas en plein écran là? Non, en fait, on voit les autres documents. Voilà, là c'est parfait. Là, c'est bon? Ouais, très bien. OK, très bien. Bon, bonjour à tous. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu étrange, on n'entend personne, mais C'est un exercice particulier. on sait qu'il y a du monde derrière. Donc bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement la société Culturine avec une thématique qui nous tient à cœur, un petit peu comme disait Edouard tout à l'heure. Je pense que dans les matériaux composites, j'écoutais bien ce que tu disais, Edouard, parce qu'effectivement, les matériaux composites biosourcés, aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il y a une problématique de coût parce que c'est des matériaux nouveaux qu'il faut lancer, il y a des problématiques industrielles. Et puis, on n'est pas sur les mêmes rapports de coûts à la base. Donc, il faut trouver habilement aussi le moyen de compenser en fait cette hausse de coûts. Et je pense que l'esthétique est une bonne démarche qui permet d'aller sur des matériaux à plus haute valeur ajoutée, en tout cas de compenser peut-être des manques techniques par rapport à du carbone ou du verre. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir tout à fait les mêmes compétences de résistance mécanique, mais on va pouvoir compenser par d'autres choses, le côté biosourcé évidemment, et puis aussi, je pense, l'esthétique. Donc nous, ça a été, moi, à la fondation de Culturine, ça a été vraiment la stratégie qui a été initiée, c'était vraiment de positionner le lin qu'on connaît déjà tous. La matière lin, elle est connue pour ses revêtements de siège, etc. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu des développements qui ont été faits pour en faire une matière technique, avec résistance mécanique améliorée. Malgré tout, je trouvais intéressant de conserver cette image que tout le monde a du lin, en fait, et de pousser des développements techniques en même temps que les développements esthétiques étaient déjà connus. Donc, Culturine était vraiment créé avec l'ambition de se positionner sur des matériaux d'aménagement, des matériaux techniques de décoration pour l'aménagement, alors habitat, aménagement d'espace, donc habitat et transport. On parle vraiment de l'aménagement intérieur de façon globale. Donc, elle a été créée en 2014. Aujourd'hui, c'est 8 personnes, si je ne me trompe pas, ou 9, avec un pôle principalement, enfin assez technique autour de moi, un pôle un petit peu plus marketing, enfin complètement marketing et commercial de 4 personnes, et puis un pôle plus développement produit et bureau d'études de 2 personnes. Nous, on est parti du constat en fait de l'impact des matériaux d'aménagement d'intérieur. On s'en rend compte effectivement aujourd'hui que l'aménagement d'intérieur et tous les produits de décoration ont un impact sur la santé et sur l'environnement. Alors sur la santé, c'est par le temps qu'on y passe dans ces agencements, dans ces espaces de vie intérieurs. C'est-à-dire qu'on passe 80% de notre temps en fait, que ce soit à la maison, dans la voiture, au bureau, dans les supermarchés, etc. Donc en permanence confronté à des matériaux de décoration d'intérieur, et qui vont en général, en moyenne, polluer des fois, dans certains cas, 10 fois plus l'air que de l'extérieur. Et puis, il y a un autre impact, donc ça, c'est l'impact santé, donc c'est essayer de contribuer à améliorer cet impact-là. Et il y a l'impact environnemental, puisque les matériaux d'agencement et de décoration d'intérieur, il faut savoir qu'il y a des cycles moyens, en tout cas dans le B2B, dans le tertiaire, il y a des cycles moyens de 5 à 7 ans de renouvellement de ces agencements.
Donc derrière, ça a un impact de raréfaction des matières premières, parce qu'on sait que derrière, il va falloir extraire des matières pour pouvoir produire. Et puis le deuxième impact, alors je n'ai pas trouvé la belle image qui va bien, mais on peut voir aussi les décharges que ça génère, en fait, une problématique de gestion des produits en fin de vie. Donc l'idée, la mission en fait, de Culturine, c'est d'essayer de faire évoluer ces aménagements d'intérieur vers des produits, donc concevoir des produits fonctionnels, décoratifs, mais surtout qui soient également renouvelables. Et tout ça pour contribuer au bien-être dans l'espace de vie, donc l'espace du bâtiment et du transport. Donc on a développé un nouveau matériau qu'on appelle le variant et qui va essayer de contribuer, enfin on tente autant que possible à contribuer à apporter du bien-être dans les espaces de vie. Alors la technologie qui a été développée, c'est une technologie relativement simple qui fonctionne très très bien. On associe une fibre de lin avec une fibre d'origine végétale, donc du PLA. L'association se fait par un fil composite, donc on va enrober en fait de la fibre de PLA autour d'un fil de lin pour créer un fil composite, et ensuite on tisse tout ça, ce qui fait que le PLA va se retrouver vraiment au cœur du tissu. On a vraiment une imprégnation du PLA au cœur du tissu. On a des fils de chaîne, fils de trame qui vont se retrouver en contact et qui vont permettre, vous allez voir après, d'acquérir des déformations assez importantes. Donc avec ce nouveau matériau qu'on a développé, on dit avoir inventé en fait la première tôle textile. Donc on est sur un produit qui a un aspect textile, donc on va rechercher cet aspect, ce toucher en fait du textile, mais on a aussi les caractéristiques d'une tôle à chaud, on va pouvoir former le matériau. Donc les caractéristiques du matériau au final sont bien évidemment des caractéristiques écologiques. On travaille qu'avec des matières végétales. Donc, matière d'origine végétale, pas d'imprégnation, comme je disais tout à l'heure. On est vraiment sur une techno d'imprégnation purement mécanique et thermique, donc pas de solvant et pas d'émission de COV à l'usage. Alors, je fais un petit focus. Je pense que pas mal d'auditeurs aujourd'hui le savent, mais le lin aujourd'hui, pourquoi on utilise le lin essentiellement parce que la France est le premier producteur de lin, d'un lin de très haute qualité. On produit, alors j'ai mis 70, mais je crois qu'on doit être pas loin des 80% de la production mondiale de lin provient de France. Et des petits chiffres aussi qui font percuter un petit peu, qui font réfléchir, c'est 87% de cette production est exportée vers la Chine. Donc ça, c'est le pourquoi du lin. Ensuite, on arrive sur les caractéristiques techniques en fait, de notre matériau. Alors, je parlais tout à l'heure de tôle textile. Donc, voilà ce qui illustre bien, en fait, c'est sa capacité de mise en œuvre. Donc, on va pouvoir former à chaud le matériau, donc soit en moule contre moule, soit par pliage, presse membrane, enfin, tous les outillages qui peuvent associer chauffe et mise en forme permettent de travailler notre produit comme une tôle, comme je disais tout à l'heure. Mais également comme un textile, on va pouvoir le découper manuellement ou mécaniquement et pouvoir assembler aussi le produit avec des ajouts de zip, enfin de fermeture éclair, de biais, d'œillets, enfin tout ce qui peut être utilisé aussi dans le monde du textile sera exploitable sur nos produits. Donc ce qui facilite aussi des assemblages. Juste pour indication, la petite photo que vous avez là sur votre gauche, on est sur un produit qui fait à peu près 80 cm de long sur 30 à 20 cm de profondeur. Voilà, on est sur une grosse pièce, hein. On ne s'en rend pas compte, mais ça permet des déformations assez importantes. Donc, dans les propriétés techniques également, puisque je vous disais qu'on s'est vraiment focalisé, nous, sur l'esthétique, mais on recherche effectivement petit à petit, là, exactement comme Covartex, je pense que la partie technique va venir en deuxième plan. On va se rendre compte petit à petit, avec les moyens aussi qu'on aura, de pouvoir faire des tests, parce que ça coûte cher, de mettre en avant petit à petit nos caractéristiques techniques. Donc là, nous, on a un gros avantage sur la partie absorption acoustique, puisqu'on s'est rendu compte, on avait déjà quelques doutes, on le savait, mais on s'est rendu compte qu'on avait une capacité d'absorber le son qui était très intéressante, notamment due à la fibre creuse du lin, qui va être absorbante, mais aussi parce qu'on a un produit qui est relativement ajouré enfin serré et ajouré en même temps. C'est compliqué l'acoustique, hein. Des fois on ne comprend pas tout, mais comme il est ajouré mais serré en même temps, il permet de contribuer à absorber acoustiquement le produit, et surtout il va avoir un effet d'amélioration des absorbants. Donc en associant une laine de PET avec le variant, on se rend compte qu'on dope de 50% la capacité d'absorption de la laine PET. Donc on peut créer un décor finalement absorbant sur l'absorbant, un décor sur l'absorbant, mais qui va permettre d'améliorer l'absorption. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup cette capacité technique de nos produits.
On va pouvoir aussi l'exploiter, donc c'est une double fonctionnalité. Sur un même produit, on va pouvoir également mettre de la lumière, juste par le jeu, comme je disais tout à l'heure, d'un produit qui est relativement ajouré. Donc on va pouvoir rétroéclairer nos produits, ce qui va permettre dans des schémas de designer d'associer et de l'acoustique et du lumineux à l'intérieur. On a une fonctionnalité esthétique purement liée au choix des couleurs. Ça, c'est très important. Quand on commence à prospecter un petit peu sur les premières solutions qui sont proposées, c'est vrai que les premières questions qui viennent des designers ou architectes d'intérieur, c'est quelle est votre gamme de couleurs. Donc ça, aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Ça l'a été, mais ça a été développé. Aujourd'hui, on peut répondre à… On a des couleurs standards. Donc là, vous en voyez, il y en a 6, 7. Mais on peut répondre à des couleurs sur mesure sans aucun problème, avec des critères de résistance aux UV qui ont été qualifiés. Donc notre offre, nous, on décline notre offre sur 4 segments de marché. Donc les prescripteurs, agenceurs d'architectes, en fait, où là, on va travailler en sur-mesure, on va travailler directement à partir de nos feuilles et on va réaliser un projet sur mesure. On a développé un catalogue de produits finis. Donc là, on s'adresse à des distributeurs qui vont distribuer directement des produits finis, alors essentiellement, enfin beaucoup dans l'absorption acoustique, séparation d'espace. On travaille également avec des éditeurs où là, on va fabriquer des pièces, des sous-ensembles qu'eux vont produire et vendre derrière. Et également dans le domaine des transports, puisqu'on retrouve aussi de l'agencement dans le domaine des transports. Donc là, on travaille plus sur des pièces d'aspect. Et principalement, aujourd'hui, on se focalise sur l'automobile. Donc, un petit exemple d'agencement sur mesure qui a été réalisé. Donc là, on retrouve toutes les caractéristiques du variant, c'est-à-dire ses capacités de mise en forme, de l'acoustique qui a été insérée à l'intérieur, du luminaire qu'on retrouve sur le mur. Donc là, on est vraiment sur le projet complet où on a mis en avant complètement toutes les capacités du matériau, donc pour créer un espace où on génère du confort et surtout du bien-être. Ça, c'est quelques exemples de notre catalogue. Donc aujourd'hui, on décline notre catalogue de produits en 3 segments, donc les muraux, les séparateurs d'espace et les plafonds. Donc toujours avec cette possibilité de faire de l'acoustique et du rétroéclairage également. Donc après, à l'intérieur de ce catalogue, il y a plusieurs produits. Je ne vais pas tout présenter, mais on commence à avoir une gamme de produits qui commence à être très, très étendue. Voilà. Depuis cette année, c'est tout nouveau. On peut le retrouver sur le site. Je vous invite à le retrouver. Voilà quelques exemples aussi de collaboration avec des éditeurs où on fabrique les sous-ensembles. Nous, on ne fabrique que les parties en variant pour ces projets-là. Donc là, on est sur des séparateurs d'espace qui sont édités chez Sider. Et là, on est sur un totem acoustique. Donc, c'était la pièce que je vous montrais tout à l'heure, qui est assemblée ensuite par une autre entreprise. Et puis pour les transports, je vais revenir sur la techno, sur la partie technologique en fait, puisque l'industrie des transports, on ne vend pas le même produit. Aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure du lin et du PLA. Très clairement, le PLA dans l'automobile aujourd'hui, ça ne passe pas, ou dans le ferroviaire, ça ne passera pas non plus, pour des raisons notamment de feu, ou de tenue, de résistance mécanique. Donc la technologie permet aussi d'utiliser d'autres thermoplastiques. Donc là, on arrive à associer du lin avec d'autres thermoplastiques, et on va créer ensuite des variantes à notre produit en assemblant d'autres matières avec le variant. Donc, on a toute une gamme, en fait, on peut décliner notre produit suivant toute une gamme d'autres matériaux. Ce qu'on va faire sur ces marchés-là, c'est qu'on va vraiment travailler, je vous ai mis un petit zoom, on va vraiment travailler le principe même du brevet, de la techno, qui est l'enrobage, en fait, de cette résine autour d'un fil de lin. Et là, on va pouvoir associer, on conserve le lin. Après, si on voulait passer une autre fibre, on pourrait. Alors, le bambou, je ne sais pas, peut-être, jamais testé. Mais on pourrait effectivement passer à du coton, fibre de jute, pourquoi pas. Et modeler aussi ça avec d'autres thermoplastiques comme du polypro ou autre. Et ensuite, modifier le tissu, donc travailler le textile. Donc, sur ces marchés-là, on est vraiment sur du co-développement. Et on va retravailler complètement le produit sur les tailles de fil, sur les types de tissage, sur les pourcentages d'enrobage, tout est retravaillé. Et là, on est vraiment en co-développement sur ces marchés-là. Comme je le précise, là, le variant, c'est avant tout une technologie. Et donc, en co-développement, par rapport à des cahiers des charges bien fixés, on va pouvoir répondre à nos clients.
Et je voulais finir en fait, juste un petit clin d'œil, mais c'est un projet qui est très très important chez nous aujourd'hui, puisqu'on parlait tout à l'heure de tenue au feu. Évidemment, pour rentrer sur les marchés de l'agencement d'intérieur, il faut répondre au feu. Donc ça a été un des plus gros projets qu'on a lancé il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, on répond à la norme EMA avec des critères qui sont assez intéressants, c'est-à-dire qu'avec 15% d'inifugents, on arrive à respecter les normes EMA, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on met en avant le fait que nos produits restent à 85% d'origine végétale. Mais aujourd'hui, ça ne nous correspond pas. Ce n'est pas dans notre ADN. Mettre 15% de produits chimiques, ce n'est pas trop l'ADN de l'entreprise de Culturine. Donc, on a initié un projet dont l'IAR est aussi collaborateur, on va dire, sur ce projet-là. Et l'idée, c'est de réduire ces 15%, d'aller chercher les 5%. Et la petite cerise sur le gâteau serait de pouvoir synthétiser des éco-infusions également. Donc, il y a un très gros projet qui est en cours depuis à peine un an là, maintenant. Et l'idée, ça serait de pouvoir être performant et cohérent jusqu'au bout, quoi. Répondre à des critères métiers, notamment dans le domaine de l'esthétique, du design, c'est une chose, mais il ne faut pas dégrader non plus notre raison d'être, qui est les matériaux biosourcés, et contribuer au bien-être de l'environnement, rester en développement durable. Voilà, je vous remercie. J'étais très très rapide. Ou pas, Très j'ai bien, pas fait la non, c'est parfait. Merci David. Effectivement, le projet que tu as évoqué, c'est un projet qu'on a effectivement qu'on a labellisé et puis qu'on accompagne. Effectivement, c'est une notion importante d'avoir une approche d'éco-conception globale par rapport à vos produits. Moi, j'ai peut-être une question qui va peut-être en amener d'autres. C'est par rapport à la partie plutôt démantèlement. Effectivement, tu indiques que ça prend de 5 à 7 ans. Une durée de vie de mobilier intérieur. On sait tous effectivement que quand on a des bureaux, quand ça change de propriétaire, généralement, on aime bien changer tout l'aménagement intérieur. Du coup, quelle est votre démarche par rapport à cela? Est-ce qu'il y a une démarche de rendre ces matériaux démantelables plus facilement, entre guillemets? Très clairement, oui. Oui, très clairement, il y a une politique ici, c'est dans la mesure du possible, il peut arriver certains cas où on ne va pas se bloquer parce qu'il n'y a pas de solution, mais dans la mesure du possible, c'est zéro colle. On n'est que dans de l'assemblage mécanique et on fait en sorte, en tout cas, les produits de notre catalogue aujourd'hui, en l'occurrence, sont sans collage. On réalise que des assemblages mécaniques par vissage, agrafage, etc. Avec cette idée, effectivement, de pouvoir démanteler en fin de vie. Et sur des projets sur mesure, ça va être la même histoire. On va tenter en général de réaliser des projets sur mesure sans collage. Donc, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, par exemple, sur les bureaux, il n'y a pas de colle, hein. Tous les produits ont été assemblés sur place, préassemblés ici en atelier et assemblés ensuite sur place, juste par vissage ou agrafage. Mais oui, c'est très important. Je pense qu'il faut être dans la mesure du possible à chaque fois, hein. Il peut y avoir des cas où c'est compliqué, mais il faut être le plus cohérent possible jusqu'au bout. D'accord, très bien. Donc là, tu as peut-être 2-3 questions qui viennent de tomber. Il y en a une première qui est la suivante. Avez-vous déjà regardé la recyclabilité de vos produits? Alors, on est en train nous, on sait, on est en train de le lancer en fait. Il y a une étude notamment sur le projet qui est en cours avec le consortium. On a une ACV qui est en cours justement. Et ça doit déclencher derrière toute la chaîne de recyclabilité, de travail sur la recyclabilité. Nous, aujourd'hui, on sait que nos produits non traités feu, parce qu'il y a quand même cette problématique des 15%, c'est pour ça qu'on a ce projet qui est en cours. On sait que nos produits non traités feu, aujourd'hui, potentiellement seraient compostables industriellement. On n'a jamais fait les tests, mais le thermoplastique qui est utilisé aujourd'hui l'est, et le lin l'est aussi. Donc, on ne le met pas en avant, on l'a dans un tiroir, et on sait que le jour où on pourra, c'est encore une fois une question de moyens, le jour où on pourra lancer une étude pour pouvoir pour pouvoir afficher en fait cet argument-là, on le mettra en avant. Aujourd'hui, je récupère les déchets. Aujourd'hui, mes déchets, je sais qu'ils sont sains, donc je les récupère, donc je commence à en avoir beaucoup. On commence à les broyer, à les stocker.
Et c'est une politique. Donc, tout à l'heure, tu parlais de démantèlement. Ça fait partie aussi à moyen terme, c'est des choses qu'on va mettre en place, là, qui sont déjà en cours de réflexion chez nous. C'est d'être responsable jusqu'au bout. Aujourd'hui, je crois qu'un industriel, il doit être responsable même quand le produit est vendu. Donc, il doit être responsable jusqu'à la fin de vie de son produit. C'est pas parce qu'il a été vendu qu'il n'en est plus responsable. Donc, on commence à intégrer, nous, cette valeur-là et de réfléchir à comment on pourrait organiser en fait, une filière qui nous permettrait de récupérer nos produits variants qui ont été vendus et d'ici 5 à 7 ans, de dire nous, on sait qu'ils sont propres, donc on les récupère, et on les gère et on va en faire autre chose. Il y a Karim Bellouli de la société Natop Écotechnien qui te fait un petit clin d'œil avec, Ouais. avec la technologie récitale qui a pu être développée. Donc, en tout cas, c'est un appel du pied Très par bien. rapport à ça. Mais c'est vrai que toute la notion de compostage industriel, quand on aura effectivement des filières également Il y a ça aussi. Ouais. bien mieux intégrées en France, et le plan de relance aussi vise à orienter là-dessus. Là, effectivement, on pourra avoir des choses intéressantes. Mm. Une question du coup, toujours de Karim. Est-ce que tu peux nous parler du prix de vente au mètre carré sous forme de tissu, également de la politique commerciale de l'entreprise, notamment en termes de quantité minimum de produits? Alors, sous forme de tissu, aujourd'hui, quand on dit tissu, du coup, c'est en variant directement. Nous, on ne vend pas le tissu non consolidé, on le vend directement en plaque. Alors, soit en fonction des tailles de projet, ça va être soit à la feuille, donc on a des dimensions de feuilles qui font 1 m 40 max de lèse sur 2,50 ou alors on peut le vendre au rouleau. Donc, on a des projets aujourd'hui avec des éditeurs et effectivement, on vend directement au rouleau. Je vais faire la même réponse qui a été faite tout à l'heure. Hein. On a un prix, en fait, on a un prix à la feuille qui démarre, juste pour donner un ordre d'idée, qui démarre autour de 75 € du mètre carré. Voilà, ça, c'est le prix de départ à la feuille. Évidemment, ça, c'est le prix public affiché. Aujourd'hui, on commence à faire de la dégraisse de prix à partir de 5 feuilles. Et puis, ça dégraisse petit à petit pour arriver sur des très gros volumes. On va être autour d'une trentaine d'euros du mètre carré, 30-35 € du mètre carré. Ouais. Voilà. On se positionne, malgré tout, on continue à positionner notre produit sur un matériau, alors je préfère dire moyen de gamme, moyen haut de gamme, pas trop. J'essaie de pas trop tomber dans le haut de gamme luxe, où là, on va se fermer les portes, c'est-à-dire qu'on va avoir des marchés qui vont être tout petits. On gagnera peut-être mieux notre vie sur des ventes, mais on va se fermer les portes sur des marchés et du coup, on n'aura plus cette logique industrielle. On va retomber dans un produit un peu artisanal. Donc, on reste quand même sur un matériau qui a une certaine valeur de départ, mais voilà. Après, industriellement, c'est sûr que là, je parle des marchés de l'agencement, de la décoration d'intérieur. Le projet automobile qui est en cours aujourd'hui, non, très clairement, on ne sera pas à 35 € du mètre carré. Voilà. C'est des sujets qu'on est en train de travailler aujourd'hui avec le sous-traitant et effectivement, on cherche d'autres stratégies et puis les volumes ne seront pas les mêmes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, ça, c'est la feuille. Après, il ne faut pas hésiter, encore une fois, pareil, nous consulter. On a une grille tarifaire qui est accessible sans aucun problème. D'accord, très bien. Mais du coup, il y avait une On autre peut me question retrouver. de Monsieur Robert Dumortier, donc je crois dans mes souvenirs de la SNCF, qui pose une question par rapport à la tenue du produit, notamment par rapport à l'usure, par rapport au frottement, par rapport aux agressions du quotidien, notamment par exemple des clés, des points durs qui peut y avoir. Est-ce qu'il y a eu du coup quels sont les éléments que tu as à disposition pour répondre sur sur ce type de cahier des charges? Là, nous, on a fait des tests aujourd'hui. Alors, ce n'est pas des tests pour du revêtement de sièges, par exemple. On n'est pas sur des applications type mobilier, siège, etc. On est plus sur du revêtement mural. Là, on a fait des tests à 50 000 cycles, je crois. Bon, très sincèrement, je m'occupe plus des tests, donc je ne sais plus quels tests ont été faits, mais on a une ingénieure textile aujourd'hui qui a passé ces tests-là, puisque ça a été demandé, effectivement. Et on passait les tests qui étaient recommandés.
De mémoire, je crois que c'est 50 000 cycles, enfin supérieur à 50 000. D'accord. Bon, en tout cas, c'est des premiers éléments de réponse. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à revenir Oui, bien sûr. soit vers les personnes, enfin vers les intervenants en direct, ou soit vers le pôle. On vous mettra en relation pour que vous puissiez effectivement avancer. Il y a une autre question du coup de Monsieur Fouillet de la société Lensing Plastique. Avez-vous des données sur la transmission lumineuse du produit? Non, ça par contre, on n'a pas fait de qualification là-dessus. Non. On a des entreprises dans le domaine du luminaire qui le font en interne. En général, ils ont un cahier des charges client qui leur demande d'être plus ou moins. Là, par contre, j'ai aucune notion sur ces données-là, mais on sait que les clients éditeurs le font en interne et nous disent si ça convient ou pas à leur demande client. Voilà. Donc, il y a les deux cas. On a eu des projets qui ont été validés parce que ça convenait très très bien, et on a eu d'autres projets, non, c'était pas suffisant, donc c'est pas passé. Mais j'ai pas de données exactes, ça c'est eux qui le font en interne. Ok. Donc, très clairement aujourd'hui sur nos produits, les images que je vous ai montrées, on est plus dans de la lumière d'ambiance qui a un diffusant derrière, donc on est plus dans du rétroéclairage, de la lumière d'ambiance, plus que de l'éclairage en direct. D'accord. Une autre question, du coup, c'est par rapport à la durée de vie du produit, d'un point de vue technique, par rapport aux couleurs. Alors, j'imagine que la question sous-entend, est-ce qu'il y a une tenue couleur, enfin, quelle est la tenue couleur sur le temps par rapport aux matériaux? Bah, c'est pareil, là il y a eu des essais, des tests qui ont été faits de résistance aux UV, donc on est sur les critères textiles d'ameublement classiques en fait. On a ouais, encore une fois, c'est pareil, les chiffres. Je vais dire des bêtises, là, je pense. Mais je crois que c'est des critères qui vont jusqu'à 8 ou quelque chose comme ça, et on doit être à 5, 6 sur une échelle de 8, qui fait qu'on rentre dans les critères de tissu d'ameublement. Bon, pareil, je peux vous renseigner exactement sur les chiffres. Hein, Audrey pourra vous renseigner, notre ingénieur textile, sur les chiffres exacts. Là, je ne les ai pas en tête. Ok. Mais en gros, c'est bon. Effectivement, c'est important. Hein, ça fait partie des premières demandes. De toute façon, sur ce segment-là, on va nous demander en premier, il est sympa votre matériau, qu'est-ce que je peux mettre comme couleur? Donc, il faut ouvrir une palette de couleurs. Ensuite, il est sympa, elles sont sympas vos couleurs, mais est-ce qu'elles ont une résistance aux UV dans le temps? C'est la deuxième question qui arrive. Donc, effectivement, on a les tests qui certifient que ça dure dans le temps. Et puis après, la troisième et dernière question, la plus importante, c'est et sinon, en termes de réglementation feu, qu'est-ce que vous avez? Voilà. Donc, il faut pouvoir répondre au moins ces critères-là, tout à fait. D'accord. Les critères d'abrasion arrivent effectivement aussi de temps en temps. On a ces questions-là. Bah, c'est plutôt bon signe, parce que ça montre que le produit s'étend sur un bon nombre d'applications, du coup, et intéresse pas mal d'applicateurs. Deux dernières questions. Toujours Monsieur Dumortier de la SNCF qui nous demande sur la nettoyabilité du produit. Existe-t-il des process spécifiques pour le nettoyage du coup du matériau? Non, en fait, on est sur, encore une fois, toutes les applications visées aujourd'hui ne sont pas, on va dire, à risque en termes de tâches importantes. Donc, ce qu'on met en avant, nous, c'est simplement le fait que le produit n'est pas statique. Donc, on va pouvoir nettoyer très facilement tout ce qui est poussière. Donc, il y a très peu de poussière qui vont se déposer. On va pouvoir le nettoyer facilement. Par contre, si c'est des produits qui peuvent être soumis à un café qui se renverse ou autre, là, on va préconiser de mettre un après dessus pour le traiter, pour le protéger. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le lin, c'est une fibre absorbante. Et, si le café tombe dessus, je pense que vous pouvez mettre un peu d'eau, un peu de savon, mais il y aura quand même une tâche qui. Ça risque d'être compliqué. D'accord. Et c'est un produit du coup qui est rigide, hein, comme je disais tout à l'heure, il est semi-rigide, donc vous ne pourrez pas le passer en machine à laver pour le nettoyer. Et dernière question, c'est par rapport à la résistance à l'eau de mer du produit. Est-ce que tu as des éléments à communiquer? Non, aucune. Ah non, ça, non, jamais testé. Très, très clairement, tous les tests ont été faits pour tout ce qui est aménagement d'intérieur. Dans le domaine des transports, on commence à se fixer sur des contraintes, notamment dans le secteur automobile. Donc, on a des nouvelles contraintes qui arrivent, donc on qualifie un petit peu plus.
Sur le secteur du nautisme, pour l'instant, on n'a pas eu d'essai. On ne le fera pas, nous, en propre. Tant qu'un client ne nous demandera pas, nous, on est intéressés, donnez-nous vos critères de tenue à l'eau de mer. Donc, si effectivement il y a un intérêt, on ira chercher le test et on fera le test. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. D'accord. J'imagine que c'était pour des applications dans le secteur du nautisme. Oui, j'imagine que oui. Là, j'ai pas le. Pas pour faire des paniers de crabe ou des… La personne qui a posé la question indique bien sûr. Ouais. Il s'agit bien d'applications nautiques. Merci en tout cas, David, pour ta présentation et merci également pour vos questions. Je vous propose de passer à la dernière présentation donc, de la question à poser. On a encore quelques dizaines de minutes. Sinon, on peut vous proposer également d'avoir des questions assez générales autour oui, excusez-moi, il y avait une autre question dans la question qui avait été posée à laquelle je n'ai pas répondu. C'est le niveau de… C'était le niveau de maturité. C'était ça, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Et puis même par rapport à votre chiffre d'affaires. Et Alors, quelle est votre maturité, effectivement. Je laisserai le CEO répondre au niveau du chiffre d'affaires. Nous sommes en TRL 7-8, pour être clair avec vous. Et donc, pour l'instant, le matériau est toujours en cours de développement, hein, parce que un nombre d'essences qui est très varié, qu'il faut réussir à bien maîtriser avant d'avoir un produit sur le marché. Donc, tous les produits sur lesquels on travaille aujourd'hui sont pour des SOP, des Start of Production, pour 2021. Donc, c'est en 2021 que vous allez pouvoir voir, sauf un qui sort pour Noël, là, ce Noël-là en 2020, mais sinon, tous les autres vont être sur le marché en 2021. Alors, du coup, il y a une question beaucoup plus généraliste qui concerne l'ensemble des 3 adhérents là, qui ont pu présenter leurs produits. Combien d'années est nécessaire pour atteindre un seuil de rentabilité pour l'ensemble de ces structures? Je ne sais pas si Edouard veut répondre. Combien d'années pour un seuil de rentabilité? Alors, je vais essayer d'être le premier à répondre. Ça dépend, tout dépend. Enfin, le client joue un rôle primordial. Je crois que David et Edouard seront d'accord avec moi. En fonction de l'intelligence de sa stratégie, de sa demande des volumes, ça va booster ou pas notre capacité à répondre et notre capacité à augmenter notre productivité. Ça va toujours. Enfin, le problème, la startup, elle est prête et si elle n'est pas prête, elle le dit. Maintenant, si le client montre une appétence importante du produit et que les volumes sont alignés, le temps de rentabilité, il est très court. Il est très, très court. Maintenant, si le client piétine et ne sait pas trop, ce sera plus long. Je ne sais pas, je laisse mes complices répondre. Ouais, je peux rebondir, je suis assez d'accord. Il y a aussi cette problématique du matériau nouveau où derrière, comme on l'a exposé, je crois que tous les trois, il y a un niveau en fait de qualification de produit à atteindre en fonction des différentes cibles. On a vu tous qu'on avait des cibles marché qui étaient assez larges. On est dans le domaine des matériaux, donc et chacun de ses clients, donc je rebondis sur ce que disait Serge, chacun de ses clients a ses critères. Donc soit effectivement il est direct, il fonce et il a besoin de ça, et derrière il va nous aider à grandir et à aller vers ce marché-là. Ou alors effectivement ça tâtonne et l'entreprise tâtonne aussi un petit peu, quoi. Et puis derrière ça, effectivement il faut aussi, pour passer tous ces critères, comme on disait, chaque essai, chaque test, c'est un coût, c'est une structure derrière qu'il faut aussi avoir pour pouvoir engager ces essais. Donc du coup, ce qui va avoir beaucoup d'importance aussi sur le tour de rentabilité, c'est l'investissement qui va être mis au départ. Soit il y a un investissement important qui va permettre d'aller vite, ou effectivement on y va à tâtons. Donc ça vient des deux côtés. Ça peut être le client, mais ça peut être aussi la structure financière qui accompagne ou pas derrière. Moi, je suis d'accord avec tout le contexte qui a été présenté. On dit la même chose.
Après, de toutes les avancées qu'on a, on a quand même espoir que la 2021, on ait un décollage. Et on espère, on est assez confiant que 2022, on atteigne la rentabilité. Ça, c'était pour répondre à Karim, qui arrive en retard d'ailleurs. Très bien, merci pour votre réponse. Je vais pas forcément prendre les réponses, enfin les questions dans l'ordre, pardon, là qui sont plutôt d'ordre général. Monsieur Dumortier de la SNCF qui demande le marché transport est-il forcément premium ou série plus grand public? Je peux répondre en partie, il n'est pas forcément premium, hein, et puis ça se voit en fonction des interlocuteurs et des clients que l'on a. Hein. Vous avez des premières classes, vous avez des deuxièmes classes dans les wagons, vous avez des concessionnaires automobiles premium, vous en avez d'autres qui sont mainstream, et vous en avez des autres qui sont low cost. Nous, enfin, en ce qui concerne Voodoo, on s'est positionné premium. On sait que ça a un impact sur les volumes, mais le matériau coûte cher à fabriquer, donc on a déjà cette contrainte-là. On a affaire à un matériau bois qui est lui-même déjà premium, c'est comme ça. Et il peut remplacer d'autres matériaux qui sont perçus comme du premium en ce qui concerne les transports. Donc, les matériaux composites, comme le verre, le prix du verre dans l'automobile est assez élevé. Et sachant que notre matériau peut être un substitut du verre dans certains cas, il n'y a pas de raison pour laquelle, et étant donné le prix du bois lui-même, il n'y a pas de raison de se positionner plus bas. Donc, on a une stratégie là qui est par rapport aux matériaux qu'on peut substituer à s'aligner sur le prix de ces matériaux-là en général. Après, je laisse David et Edouard. Non, je crois que j'ai la même réflexion. Aujourd'hui, c'était une volonté de positionner le matériau aussi sur comme je disais tout à l'heure, on ne va pas tomber dans le haut de gamme ni le luxe en ce qui nous concerne. On va rester sur des produits plutôt moyens haut de gamme, avec cette volonté d'avoir un produit industriel derrière. Mais malgré tout, effectivement, on voit qu'on peut rentrer sur des applications, sur des petites applications en substitut d'autres matériaux. Alors nous, en ce qui nous concerne, ça va être des matériaux type cuir, alcantara ou des choses comme ça. Il n'y a pas de raison, je suis d'accord. Il n'y a pas de raison que nos produits soient moins chers. Et puis, il y a quand même une techno aussi aujourd'hui à revendre derrière. On n'est pas sur un matériau brut. Donc il y a quand même aussi un savoir-faire derrière qu'il faut revendre aussi. Tu l'avais dit tout à l'heure, David, il y a aussi les capacités de production qui jouent beaucoup sur le prix. Donc, à un moment donné, on pourra envisager d'attaquer des marchés à plus basse valeur ajoutée si les volumes sont là. Après, il y a le choix stratégique. De ce qui est dit en face, là, c'est les choix pour l'instant, c'est pas d'aller là-bas. Nous, c'est pareil. Ah non, c'est pas ce qui nous attend. Les décisions à prendre dans 5 ou 10 ans. Hein. Complètement. Et puis après, il y a l'évolution, la maturité de la techno aussi, qui à un moment te permet aussi d'avoir une version dégradée. C'est ça. Qui permet d'aller sur des marchés peut-être plus accessibles en termes de volume. Mais on est obligé justement de viser des applications et d'identifier aussi notre valeur ajoutée. C'est ça la grosse thématique qu'on a abordée plusieurs fois. C'est qu'on le sent, mais il faut des réponses pour convaincre des prospects en clients ou des clients à passer à des gros développements ou des volumes. Il y a une question, là tu viens de dire le mot identité, je pense qu'il y a une question d'image de marque aussi qu'on a envie de donner. À un moment, on définit aussi son produit, je pense que Voodoo c'est la même chose, il y a une image qu'on a envie de défendre et le prix en fait partie. Bien dit. On va dire 2-3 dernières questions. Donc pour les 3 présentations, avez-vous réalisé des analyses de cycle de vie pour comparer les performances environnementales de vos produits aux produits de substitution ou autres indicateurs environnementaux? Alors, je vais répondre d'abord parce que moi je l'avais présenté. Moi j'avais présenté un graphique qui montrait en gros, mais les présentations vont être diffusées, hein, donc vous pouvez le voir sur la présentation. En gros, dans la conclusion, c'était qu'on avait un gain par rapport à des tissus standards de fibre de verre, un gain moyen de 50% et qu'on pouvait aller jusqu'à 10 fois meilleur que sur certains critères. En ce qui nous concerne, c'est en cours. De même,
Vous m'entendez? Et on vous entend, oui. Oui. De même que Culture In, c'est en cours, mais on sait déjà que dans une échelle de laboratoire, le produit est bien moins énergivore que la création d'acier, d'aluminium, de verre, etc. Donc, l'ACV est en cours. Très bien. De toute façon, encourageant. Peut-être du coup passer à la question suivante. Alors, encore une fois, hein, je les prends dans un ordre qui n'est pas forcément chronologique. Mais en tout cas, toutes les questions vont être énoncées. Avez-vous chacun des concurrents à l'international? L'Asie est-elle en tant que zone de fabrication peut-être un allié ou un ennemi? En ce qui nous concerne, c'est vrai qu'on pense très très vite à l'Asie. D'ailleurs, on a eu la question encore ce soir, d'où vient le bambou. On a des liens avec l'Asie. On a gardé notre distance avec la Chine volontairement pendant un certain temps. Il se trouve que par la force des choses, on se retrouve en contact maintenant. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que l'Asie, pour nous, va être un marché. La concurrence qu'on a identifiée qui peut être en Asie, mais on a aussi de la concurrence en Amérique latine, aujourd'hui ne nous inquiète pas trop parce qu'ils ne sont pas sur la même stratégie ou sur les mêmes développements produits ou sur la même approche. En gros, soit on est face à des gens qui font du gros business pas cher et ils ne veulent pas faire des développements, soit ils sont sur des produits qui n'arriveront pas à se positionner là où on est. Après, comme on l'a déjà entendu, je pense que vous l'avez peut-être pas tous vécu ça. Mais moi, je me suis déjà pris des cartouches en me disant si tu n'as pas de concurrence, c'est inquiétant. Donc, j'aimerais bien que ceux que j'ai identifiés commencent à arriver sur le marché. Bah, si les concurrents, de toute façon, à partir du moment où tu positionnes ton produit, effectivement, tu en as. On n'est plus. Ouais, enfin, Là, direct, je parlais de concurrence directe, pardon. oui, c'est ça. Mais nous, aujourd'hui, moi, j'ai fait vraiment l'exercice. Mes concurrents sont mes concurrents métiers, en fait. C'est pas mes concurrents Tout à fait. matériels. Et oui, on en a. Moi, pour répondre à la question, je suis assez d'accord. Hein. La Chine aujourd'hui est plus un marché qui. Alors, la Chine, non, on n'a pas vraiment effectivement de marché pour l'instant, mais l'Asie, surtout l'Asie du Sud-Est, un marché qui est en train de s'ouvrir. Ouais. Donc, c'est plus du partenariat, enfin, si on peut appeler ça partenariat, mais Du développement. développement business. Ouais, tout à fait. Mais avec les problématiques qui vont avec, hein, pour l'instant, on y va gentiment parce que si on veut être cohérent, il y a cette problématique de transport, il y a cette problématique de qualification de produit aussi. Voilà, il faut que ça puisse répondre aux critères sur place. Donc, il y a de la demande, mais pas encore tout à fait. Là où on a un atout, on a de la matière première qui pousse beaucoup là-bas. C'est pour Oui. ça qu'on a quand même une stratégie internationale. J'avais souligné. On est dessus là. Il faut monter une unité de production directement là-bas. Je dirais un peu la même chose. Alors, dans l'automobile, vous êtes obligé de fabriquer là où vous vendez. Donc, on sera forcément en Chine à terme. On l'avait aussi mise à distance pour des problèmes de risque de propriété intellectuelle. Et vous imaginez qu'il y a ces risques-là aussi pour beaucoup d'autres entreprises. Hein. Maintenant, le marché est tellement important que ce serait ridicule de tenir à distance pendant trop longtemps. Donc, on a des partenariats avec des équipementiers chinois, bien sûr. Maintenant, comment est-ce qu'on va conclure les deals et quel est le périmètre, le scope qu'on va donner à ces deals, c'est encore en cours de réflexion. Concernant les concurrents, on a des concurrents. Alors, c'est des concurrents, en ce qui nous concerne, qui font du plastique qui imite le bois. Donc, et ils imitent très, très bien le bois. Donc, c'est inquiétant, enfin pour nous. Et en même temps, ce n'est pas du bois. Donc, notre valeur ajoutée, c'est l'authenticité du matériau. Ce n'est pas vraiment voilà. Donc, c'est un vrai faux concurrent. Et puis, vous avez des gens qui font du bois, qu'ils arrivent à le former, mais ils n'arrivent pas à le rendre translucide et ils n'arrivent pas à donner les prestations qu'on arrive à donner à notre matériau. Donc, des concurrents directs. Alors, est-ce que
pas direct, mais il y en a. Il y a des gens qui font ce qu'on fait et qui ont essayé de faire ce qu'on fait, mais de façon différemment, oui. Mais on a craqué le système, j'ai l'impression. On a réussi à faire quelque chose qui allie les propriétés des composites, légèreté, géométrie, transformabilité, et puis l'authenticité, l'aspect naturel, plus la recyclabilité d'un matériau noble. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse, effectivement, enfin pour ces réponses. Une question du coup de Karim de Natop. Que peut faire le polyère pour aider ces structures? Et une autre question sous-jacente, c'est qui est un petit peu liée. Quel outil qui n'existe pas permettra à ces startups d'aller plus vite dans l'atteinte de la rentabilité? Entre parenthèses, structure commerciale commune, Fab Lab, efficacité opérationnelle, investissement. Alors, je vais répondre à la première question et du coup faire la transition sur la deuxième. Et puis après, effectivement, une personne du C-Labor pose la question sur l'intérêt par rapport au projet R&D européen, notamment BBI. Donc après, pour répondre très rapidement, effectivement, hier, ça reste un outil de réseautage, de communication pour les structures, de mise en relation, que ce soit via des événements ou après en direct. Et également, du coup, la mise en place de groupes, on va dire, restreints, de groupes de réflexion, de groupes de travail. Et donc, effectivement, c'est notre quotidien de pouvoir vous accompagner sur du montage de projet et également sur de l'aide à la décision où chez nous, en interne, on a comment dire, un service d'intelligence économique qui permet d'aider à la décision stratégique avec des études de marché, etc. Et pour finir, effectivement, on a également un outil qui s'appelle IR Invest, donc qui facilite la mise en relation avec des investisseurs, même si aujourd'hui les startups ont quand même une assez bonne visibilité auprès des investisseurs. Et donc, je vous laisse répondre effectivement sur la dernière question. Quel outil qui n'existe pas permettrait à ces startups d'aller plus vite dans l'atteinte de la rentabilité? Structure commerciale commune, Fab Lab, efficacité opérationnelle, investissement. Et effectivement, peut-être juste pour faire la transition, IAR est toujours flexible pour vous proposer effectivement des compléments de services qui pourraient effectivement encore mieux vous accompagner. Moi, perso, des outils qui n'existent pas, j'aurais du mal à l'inventer tout de suite. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est vu notre ambition, et on le vit déjà avec l'actionnariat qu'on a et les partenariats qu'on a actuellement, le terme, c'est pas réseautage, mais nos avancées sont si dépendantes des gens avec qui on s'entoure. Donc, ce n'est pas forcément un outil, mais c'est plus des acteurs. Il faut bien choisir ses acteurs par rapport à la stratégie qu'on vise. Ou alors être capable ou accepter de changer sa stratégie par rapport aux nouveaux partenariats qui se mettent en place, ou aux nouveaux investissements. Est-ce que je pourrais répondre avec ma vision de la question? Et ça, du coup, quelque part, les projets collaboratifs dans lesquels les acteurs peuvent effectivement s'inclure, ça permet à la fois d'avancer sur des sujets techniques ou économiques, et puis effectivement de parfaire, on va dire, son réseau d'acteurs de confiance. Et on voit que très, très souvent, le succès d'une innovation repose aussi sur les partenariats qui ont pu être mis en place. C'est vrai que justement, les outils qui sont mis en place sont des bons tests. On se retrouve à avoir quand même des financements significatifs qui permettent à tout le monde autour de la table de prendre le projet au sérieux et de tester la relation pendant quelques années. Donc, je sais que c'est ce qu'on vit là avec le projet BAMCO notamment, où c'est très positif. Et du coup, pour un petit peu rebondir sur la question, effectivement, sur se poser des questions, et ça, c'est des choses qu'on entend assez régulièrement sur est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une structure commerciale commune pour certains acteurs, pour massifier les demandes et avoir un impact plus important. Donc ça, après, c'est effectivement des
des sujets qui sont toujours un petit peu en suspens, mais qui restent quand même très importants à avoir à l'esprit. Je ne sais pas quelle est votre vision, du coup, à vous trois sur ces parties. Ouais, je sais pas, j'étais en train d'y réfléchir justement, cette idée de créer des plateformes commerciales coopératives, on va dire. Je rejoins un petit peu sur des matériaux qui sont naissants comme ça, qui cherchent un peu leur marché. On commence à les trouver, on commence à savoir où on va. Je rejoins ce que disait Serge tout à l'heure, ça dépend aussi du client. C'est pas qu'une question de volume, quoi, à un moment. C'est pas qu'une question de. Le client ne va pas se décider parce qu'il sait que derrière, on va avoir une force de frappe industrielle. Il est d'abord un peu frileux de comprendre, de bien intégrer en fait la solution ou pas dans ses futurs développements. Donc après, à terme, oui, ça peut peut-être aider. Donc en fonction de la maturité, je crois que les besoins, ils sont un peu différents. C'est vrai qu'au démarrage, l'idée d'un Fab Lab, quand on est au démarrage, oui, ça peut être intéressant effectivement de tester deux, trois choses, savoir comment le matériau se met en forme, comment il se découpe, on pourrait gagner du temps. Il arrive un moment, comme on disait tout à l'heure, quand on commence à être fixé sur nos marchés, c'est la qualification produit qui devient très importante. Il faut pouvoir qualifier du produit en permanence. Et puis peut-être qu'après, effectivement, on a besoin un peu plus tard, une fois que tout est OK, de rassurer le client sur cette capacité à produire, à mutualiser. Je ne sais pas, c'est des réflexions qu'il faudrait que je mène. Là, c'est vraiment à froid, là, comme ça. Bah, ça peut être un sujet qui peut être effectivement mené au niveau d'IR, hein, si vous le souhaitez. Et ça, c'est des choses qu'on peut organiser. Clairement, nous, par rapport à l'international, on est sensible que la vision marketing et commerciale sur différents continents est très, très différente. Ce n'est pas parce qu'on a percé en Europe, par exemple, qu'on peut appliquer le même modèle en allant en Chine. Et c'est là où quelque chose de commun aurait du sens. Mais il y a déjà des boîtes qui proposent un petit peu ça, de l'accompagnement d'entreprises à attaquer un marché où la culture est différente. Oui, je pense que ça peut se résumer ce que tu disais tout à l'heure, c'est du réseau, du bon relationnel. Les pôles auraient un rôle là-dedans. Ça a marché pour vous. C'est vrai que les clients potentiels qui seraient membres du pôle IR devraient être les premiers à avoir une bonne connaissance en fait, des solutions qu'ils pourraient leur être proposées. Je pense que ça déjà. Mais c'est déjà. Enfin, moi, je ne l'utilise pas assez, hein, mais je sais qu'il y a une plateforme déjà qui existe. Avec la courbe base, oui. Oui, tout à fait. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que les bonnes personnes, la bonne industrie, les bonnes personnes, les bonnes portes, ceux qui savent prendre les décisions dans ces industries-là, chez ces acteurs-là, c'est à eux qu'il faut avoir accès, un accès direct, rapide, simple, pour pouvoir leur démontrer ce que savent faire nos matériaux, notre niveau de maturité. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Vous avez un bon client, oui, mais si vous n'entrez pas par la bonne porte, vous allez passer 3 mois, 6 mois à piétiner, alors que si on vous avait mis en contact avec le CEO ou le responsable de la R&D directement, ça va beaucoup plus vite. Ou le responsable du commercial, marketing, ça va beaucoup plus vite. C'est vraiment ça qui est important. Et comme le disait David aussi, la qualification constante, parce qu'on est dans beaucoup d'industries, tous les trois, et on ne se rend pas compte, mais pour qualifier un matériau pour une nouvelle industrie, à chaque fois, c'est proche du cauchemar. Alors qu'on a envie, hein, c'est notre métier. Mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on ne sait pas ce qu'on aura à la fin. Donc ça aussi, c'est un gros challenge. Très bien, merci en tout cas pour déjà vos présentations. Là, on est du coup sur la fin de ce webinaire-là. En tout cas, on a pu voir de par les nombreuses questions et les nombreuses réactions que en tout cas, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Après, si effectivement les questions techniques de détails qui ont pu vous être posées peuvent vous permettre de encore mieux faire connaître vos solutions et puis d'étendre à de nouvelles relations. En
en tout cas, c'était le but de ce webinaire-là. C'est un format qu'on a mis en place avec le confinement et en tout cas, on a plaisir à le garder en place pour mettre en avant un certain nombre d'adhérents. Donc là, le sujet était plutôt aisé à trouver entre vous trois sur la partie, on va dire, esthétique, design, mais on a pu voir que vos produits, dans tous les cas, permettent de répondre à d'autres cahiers des charges uniquement que purement design. Donc, en tout cas, à l'ensemble des participants, merci également pour avoir assisté à ce webinaire-là. IR est à votre disposition pour que vous puissiez également rentrer en contact si vous n'avez pas pu le faire durant ce webinaire-là avec les intervenants. Et puis, les présentations diffusables vous seront partagées donc, à l'issue de cet événement virtuel. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et puis, encore merci à vous tous pour ce webinaire. Merci pour l'opportunité. Merci. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon appétit. Au revoir. Merci. Merci Karim.